à tous. INSEM, ça continue. On est évidemment en direct. Et après le pain bio corse, eh bien, on vous propose une émission éco pour ce dernier quart d'heure. Aujourd'hui, si à 50 ans, t'as pas acheté un bitcoin, c'est que t'as raté ta vie. Alors, oubliez la montre, parce qu'aujourd'hui, pour faire un placement, on investit dans la monnaie virtuelle. Un bitcoin équivaut à peu près à 10 000 euros. Ça va dépendre, en fait, du cours de cette monnaie cryptographique avec laquelle, eh bien, en théorie, vous ne pourrez rien payer. Alors, à quoi ça sert le bitcoin? Réponse avec Antoine Belgodère. Il est notre invité. Il est maître de conférences en économie à l'Université de Corse. Si vous avez des questions à lui poser, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou alors vous nous écrivez sur les réseaux sociaux. Il y a déjà un post sur Facebook et des réactions. Il y a des réactions, mais on en attend plus. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. Alors si tout le monde est prêt, on vous dit tout sur le bitcoin. Bonjour Antoine et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté de relever le défi parce que tout le monde en a entendu parler mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Alors dites-nous tout, c'est quoi le bitcoin? Le bitcoin, ça se prétend être une monnaie au même titre que l'euro, que le dollar canadien ou américain. Mais évidemment, c'est une monnaie qui a quand même un certain nombre de différences par rapport à ces monnaies-là auxquelles on a l'habitude. C'est une monnaie qui est totalement virtuelle. Pour commencer. Pour commencer, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petites pièces. On se baladera pas avec des bitcoins dans la poche. Pas dans l'immédiat, et puis ça reviendra probablement jamais. Et puis surtout, c'est une monnaie qui n'est pas, enfin je ne sais pas encore si on peut vraiment l'appeler monnaie, mais en tout cas c'est une prétendue monnaie qui n'est pas évidemment la monnaie officielle d'un pays. Ça fait la grosse différence avec l'euro, par exemple. C'est-à-dire, il n'y a pas un État. C'est pas une devise reconnue par un État. Exactement. Il n'y a pas une banque centrale, une grande banque centrale, responsable devant ses citoyens, qui crée du bitcoin. Donc, Et alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Si ça n'existe pas, c'est pas forcément reconnu. Alors, pour qu'une monnaie serve à quelque chose, il n'est pas nécessaire qu'elle soit reconnue. Après tout, dans les camps de prisonniers en Allemagne pendant la guerre, les gens utilisaient des cigarettes comme monnaie. Et ça, c'était du troc, c'était une monnaie. C'était une forme de troc, mais à partir du moment où on se met tous plus ou moins d'accord sur le fait qu'on va se payer en cigarettes, Oui, mais il faut évaluer la valeur du truc. Le problème est là. Le problème est là. C'est que la cigarette, on trouve toujours quelqu'un qui a envie de la fumer. L'or, à l'époque, dans les siècles passés, où toutes les monnaies, le franc, la lire, etc., étaient adossées à l'or, l'or, malgré tout, ça avait une certaine utilité. C'était un métal précieux, c'était joli, on se faisait des bagues, des colliers, des couronnes, des choses comme ça. Il y avait une référence. Voilà, il y avait une petite référence. Là, dans le cas du bitcoin, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est une espèce de convention qui peut soit réussir, soit échouer. Mais la grande question, Antoine, est-ce que c'est légal? Parce que là, vous nous inquiétez. Alors, oui, c'est légal. Vous pouvez, tous les gens qui nous écoutent peuvent, vous pouvez acheter des bitcoins si l'envie vous prend. Voilà, télécharger une application, c'est très rapide, c'est très facile, vous pouvez très facilement acheter des bitcoins et éventuellement acheter des choses avec des bitcoins. On a une réaction par rapport à ça. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter du bitcoin? Est-ce que la courbe, elle est bien? Alors moi, je ne prédis pas l'avenir, mais je donne mon opinion personnelle. Pour moi, il n'y a pas de bon moment pour acheter le bitcoin. Pour moi, il ne faut pas investir dans le bitcoin. Je ne suis pas un grand militant. Mais je vais essayer de donner des arguments, y compris les arguments de ceux qui pensent que c'est une bonne idée d'investir dans le bitcoin. Parce qu'après tout, il y a toujours une part d'incertitude. Alors, est-ce qu'on peut considérer, puisque c'est légal, mais que cette monnaie virtuelle qui n'existe pas serait de l'évasion fiscale? Alors, je vous disais tout à l'heure que c'était légal. Et je maintiens que c'est légal. Mais ça a commencé à être utilisé par des gens qui voulaient faire des choses illégales sans se faire repérer. Du genre vendre de la drogue, vendre des armes et de ne pas payer des impôts, par exemple. Voilà, ça fait partie des... ça part de là, donc. Ça part pas de là, mais disons que on a commencé à considérer que le bitcoin pouvait éventuellement valoir quelque chose à partir du moment où des gens ont commencé à l'utiliser comme monnaie. Et les premiers à l'avoir fait, ce sont les gens qui se sont dit moi, j'avais pas envie d'une banque centrale, d'une monnaie gérée par une banque centrale nationale, en quelque sorte, ou étatique. Et voilà. J'ai des activités illégales, donc ça m'arrange. Voilà. Ah, d'accord. Donc ça marche. Alors, pour monsieur et madame tout le monde, est-ce que cette monnaie virtuelle va finalement concurrencer les devises officielles? Alors, je dirais que, en fait, toutes les devises officielles ne sont pas égales du point de vue de leur concurrence par rapport aux monnaies comme le bitcoin. Franchement. Pourquoi? Parce qu'il y a des monnaies, en gros, qui se portent très bien, qui marchent très bien, qui sont très bien établies. C'est le cas de l'euro, c'est le cas du dollar.
Et, Même si ça fluctue. Hein. Ça fluctue beaucoup moins que le Bitcoin. Ah. Ça fluctue beaucoup moins que le Bitcoin. Et Gilles, qui nous a fait du bon pain tout à l'heure, qui nous a régalé, très bon pain. pourrait faire le choix de faire payer ses clients son pain en Bitcoin. Mais, On va lui en parler. mais je pense pas qu'il accepte. Votre téléspectateur qui a joué au jeu tout à l'heure a expliqué aussi qu'il préférait, lui, avoir des espèces sonnantes et trébuchantes. Ça se comprend. Parce que le fournisseur de Gilles, lui, il voudra des euros. À la fin de l'année, il va falloir payer les impôts en euros, déclarer une activité pour payer la TVA en euros. Tout ça, ça se fait en euros. Et il se trouve que c'est une monnaie qui grosso modo, depuis son existence, ne perd pas énormément de valeur, quoi. On perd même très peu, peut-être même trop peu depuis la crise. Par contre, les habitants du Venezuela, actuellement, ont une monnaie officielle qui s'appelle le bolivar et qui connaît beaucoup d'instabilité. Et donc, peut-être que pour le commun des mortels au Venezuela, ça peut être une alternative. Alors, on a beaucoup de réactions concernant les autres crypto-monnaies. Les gens nous demandent si elles ont de la valeur et si ça vaut le coup d'investir et quelles autres crypto-monnaies pourraient valoir le coup. Alors, j'étends ma réponse de tout à l'heure à toutes les crypto-monnaies, avec ce petit bémol que peut-être effectivement que si dans certains pays ça commence à devenir un petit peu populaire, pourquoi pas. C'est à partir du moment où ça devient une convention, où tout le monde l'accepte comme moyen de paiement et que tout le monde accepte de payer avec, ça peut effectivement devenir une monnaie dont la valeur sera alors grande. Ceci étant dit, toutes les autres crypto-monnaies, de celles que je connais, je ne les connais pas toutes, de celles que j'ai vues, il n'y en a qu'une dont le principe de fonctionnement m'est paru relativement intelligent et relativement proche de l'euro et du dollar, c'est Peercoin, qui est une monnaie mais qui n'est pas très connue parce que c'est la seule monnaie qui, au lieu de faire comme le Bitcoin, qui consiste à dire, à long terme, il n'y aura jamais plus d'une certaine quantité de Bitcoin en circulation, à savoir 21 millions. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Le Peercoin, pour sa part, annonce que la création monétaire se fera au rythme de la valeur de cette monnaie et de manière à ce qu'il y ait une inflation de 1% par an. Ce qui ressemble un petit peu à ce que font les banques centrales modernes avec leur propre devise. Donc voilà, ça me paraît un peu plus intelligent. C'est la seule pour vous qui sort un peu du lot, on va dire. J'investirai pas dedans, non. Voilà, c'est clair. Très clair. À titre personnel, Alors, je peux me Antoine, tromper. si les gens se posent la question, si parce que le cours du Bitcoin, la valeur du Bitcoin a énormément grimpé, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. C'est parti petit et là c'est exponentiel, ça redescend un peu. Comment on explique cette fluctuation ? Alors, le problème, c'est que cette monnaie, le Bitcoin, n'est adossé à rien. Donc, je sais faire de jargon économique, mais en gros, l'offre est constante, elle est donnée. Ce qui veut dire que s'il y a très peu de gens qui l'utilisent, il y a une demande très faible pour le Bitcoin, elle ne vaut rien. S'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, elle vaut beaucoup plus. Donc, on pourrait se dire, c'est tout simplement le fait que... Proportionnel aux utilisateurs. Voilà, à mesure que des gens se mettent à l'utiliser de plus en plus, eh bien, la valeur devrait augmenter. Mais en réalité, ça, c'est un raisonnement qui est un peu statique. La plupart des gens qui font le choix d'acheter le Bitcoin, ils raisonnent sur 10 ans. Ils se demandent dans 10 ans combien vaudra-t-elle ? Et le problème, c'est que ça, c'est très spéculatif. C'est-à-dire que si dans 10 ans, effectivement, 1% de toutes les transactions mondiales sont effectuées en Bitcoin, il n'est pas du tout déraisonnable d'imaginer que la valeur dans 10 ans puisse être, par exemple, d'une vingtaine de milliers d'euros. Vous voyez, c'est pas... Donc, si aujourd'hui, je peux acheter pour 8 000 euros quelque chose qui va valoir 20 000 euros dans 10 ans, je suis tenté de le faire. C'est pour ça qu'on parle de bulle spéculative lorsqu'il est question de Bitcoin ? Exactement. C'est parce que la seule valeur aujourd'hui du Bitcoin, à part pour ces personnes peu fréquentables dont on a parlé tout à l'heure, c'est de se dire peut-être que ça vaudra plus dans 10 ans. Et le problème, c'est qu'il suffit que le gouvernement chinois annonce que dorénavant il va bloquer les bitcoins, ce qu'il a commencé un petit peu à faire, pour dire là, finalement ce ne sera pas 1% des transactions mondiales dans 10 ans, ce sera peut-être 0,3%, et donc tout le monde veut vendre. Et donc c'est ce qui va modifier sa valeur. Et c'est ce qui va modifier sa valeur aujourd'hui. On a une autre réaction, Marine ? Oui, parce que les gens nous demandent si c'est un bon plan d'épargner sur du Bitcoin, quoi. On vous a dit non. Non, mais donc voilà, c'est un peu spéculatif. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. Alors il y a une conseillère financière qui s'appelle Nabila, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui tweet, mais je crois que c'est la même en fait, qui a tweeté pour dire qu'il fallait absolument investir dans le Bitcoin, et l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, lui a répondu par un autre tweet disant qu'il était préférable pour elle de s'abstenir. Je suis plutôt dans le camp de l'AMF, moi, dans ce petit échange Twitter. Elle a donc acheté du shampoing. Alors, quelle est la valeur aujourd'hui du Bitcoin ?
À peu près. J'ai éteint mon téléphone pour pas qu'il y ait d'interférence. Juste avant le début de l'émission, c'était à 8700, quelque chose comme ça. D'accord. En début de matinée, c'était 8400. Donc vous voyez, c'est complètement... C'est très, très, très variable, quoi. Alors pour ceux qui ne voudraient pas suivre vos conseils, mais qui voudraient acheter des bitcoins, comment on fait pour acheter des bitcoins? J'allais dire hélas, c'est très facile. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'applications. Vous avez sur vos... Il y a une appli, voilà, Coinbase, par exemple, qui est... En une seconde sur son téléphone. Voilà, c'est 1 minute pour la télécharger. Je rentre avoir à peu près 8 000 € dans la poche. C'est ça. Ah, oui, mais enfin, il faut avoir de l'argent pour les convertir en bitcoin. Ou alors, il faut trouver où il faut fabriquer un pain délicieux et en vendre beaucoup et se faire payer tout en bitcoin. Et dans ce cas-là, on peut partir dès le départ sur du bitcoin. On peut même fabriquer des bitcoins. Oui, on peut fabriquer des bitcoins, mais alors c'est spécial, c'est particulier, parce que si vous voulez, le système du bitcoin, il y a en gros 2 catégories d'utilisateurs. Il y a les utilisateurs lambda, vous et moi hypothétiquement, même si vous avez compris que moi c'était pas mon cas, mais vous, a priori, on ne crée pas de bitcoin, c'est-à-dire on se fait payer en bitcoin et puis on fait ses courses en bitcoin, etc. Si en tout cas ça se généralise suffisamment. Il y a une deuxième catégorie de bitcoin. On ne vous rend pas la monnaie sur le bitcoin. Non, mais c'est précis. Donc on peut donner la somme, exacte. Mais le principe du bitcoin, si vous voulez, c'est que c'est une monnaie qui n'est centralisée par personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande banque qui posséderait de gros ordinateurs avec une grande puissance de calcul pour répertorier toutes les transactions qui ont lieu, pour authentifier les transferts. Si, par exemple, vous me vendez votre voiture un bitcoin, ça peut valoir une voiture. C'est valable. Eh bien, il faut bien que quelqu'un dise oui, Monsieur Belgoder a bien un compte bitcoin, vous en avez un également, et il y a bien au moins 1 euro sur le compte de Monsieur Belgoder, donc on valide la transaction, le mot de passe, etc. Tout ça marche bien. Il n'y a pas une société bitcoin, en quelque sorte, qui centralise et qui fait toutes ces informations-là. C'est réparti sur le réseau. C'est-à-dire, ce sont des privés, ce sont des gens, alors pas tout à fait comme vous et moi, des gens qui ont du matériel, qui ont un peu de savoir-faire. Voilà, il faut quand même, c'est pas tout à fait vous et moi, mais en tout cas, des gens qui, sur la base du volontariat, font le choix de devenir... c'est totalement légal, c'est comme ça que ça fonctionne. D'héberger finalement sur un gros ordinateur avec beaucoup de puissance les transactions. Gros à leur échelle, mais pas à l'échelle d'une monnaie. Et donc en fait, ils sont chacun d'entre eux, en quelque sorte, les maillons d'une grande chaîne, si vous voulez. Donc c'est une monnaie participative. Oui, c'est une monnaie participative. Mais je réponds à votre question de tout à l'heure que je n'ai pas oublié. En fait, c'est pas du bénévolat. C'est du volontariat, c'est pas du bénévolat. Donc ça se paye. Et pour rémunérer ces gens-là, le logiciel Bitcoin crée des bitcoins supplémentaires pour les rémunérer. Pour les payer. Et ça s'appelle donc du minage. Et on appelle ça du minage par analogie avec les chercheurs d'or, évidemment, à l'époque glorieuse. Merci en tout cas de toutes vos explications, Antoine. J'espère que vous avez décidé de faire ce que vous allez faire de votre petit cochon et de vos pièces. N'achetez pas des bitcoins. Demain, on va vous parler d'autre chose. On va vous parler des algorithmes prédictifs. C'est le moment d'avoir peur. Alors, toutes les données qui vont être collectées sur Internet quand on fait une recherche, avec une équation, elles vont déterminer qui nous serons demain. Ça fait peur. C'est Eric Ferrard qui va nous dire justement de quoi il s'agit. On vous laisse réfléchir. On en parle demain. Bon après-midi. Ciao.